Berlin, 20 janvier 1942. Un homme est assis à une table de conférence dans une villa au bord d'un lac. 15 dignitaires nazis l'entourent. On sert du café, on rédige le compte-rendu, la réunion dure 1h30. Au moment où elle prendra fin, le meurtre systématique de 11 millions de personnes aura été planifié. L'homme qui préside cette réunion, la conférence de Wannsee, est Reinhard Heydrich, chef de l'Office central de la sécurité du Reich et l'un des plus hauts responsables d'Hitler. Il fut l'architecte de l'appareil de renseignement et de sécurité de l'Allemagne nazie. Mais que faisait-il concrètement chaque jour? Comment le quotidien d'un haut responsable peut-il être lié à l'organisation d'un génocide? À quoi ressemble une journée de travail type pour quelqu'un qui coordonne des massacres? Entre les briefings de renseignement et les réunions de sécurité, entre les notes de service et les plannings de voyage, à quoi ressemble concrètement l'architecture du mal lorsqu'elle se traduit en tâches quotidiennes? Ce n'est pas une histoire d'héroïsme sur le champ de bataille, ni d'affrontements spectaculaires. C'est une histoire bien plus troublante, la réalité banale de la façon dont des atrocités systématiques sont planifiées, coordonnées et exécutées grâce à la paperasserie, aux réunions et à l'efficacité bureaucratique. Le calendrier d'Heydrich, son emploi du temps quotidien, ses activités routinières, il révèle une vérité plus troublante que n'importe quel acte de violence. Mais son monde n'a pas toujours été ainsi. Son ascension a commencé par quelque chose de bien plus ordinaire. Juin 1931. Reinhard Heydrich adhère au parti nazi après avoir été renvoyé de la marine allemande pour conduite indigne d'un officier. Un mois plus tard, il entre dans la SS. Il a 27 ans, est sans emploi et cherche un sens à sa vie. Heinrich Himmler perçut immédiatement le potentiel de Heydrich. Il le chargea d'organiser le Sicherheitsdienst, SD, le service de renseignement SS. Il n'y avait aucun plan préétabli, aucun réseau préexistant, juste un bureau, une machine à écrire et une mission, constituer le réseau d'yeux et d'oreilles de l'Allemagne nazie. En 1932, le travail quotidien de Heydrich était méthodique. Il constituait des dossiers sur ses opposants politiques. Il recueillait des renseignements sur les communistes, les socialistes et tous ceux qui pouvaient menacer les ambitions nazies. Il collectait également des informations sur ses rivaux au sein même du parti nazi. Chacun était une cible potentielle de surveillance. Ses méthodes étaient bureaucratiques et implacables. Fiches, systèmes de classement, rapports de renseignement recoupés, il a bâti un appareil de surveillance à partir de rien, un dossier après l'autre. Janvier 1933. Hitler devient chancelier. Les travaux de Heydrich s'accélèrent considérablement. Il participa à la prise de contrôle de la police de Munich, dont il devint commandant du département politique. Ses journées étaient désormais rythmées par des réunions de coordination, des évaluations du personnel et des séances de planification stratégique. L'objectif était simple, consolider le contrôle nazi sur les forces de police des différents États allemands. Heydrich n'était pas dans la rue à briser des vitres ni à manifester. Il était à son bureau. Il examinait des dossiers. Il prenait des décisions concernant le personnel. Il bâtissait l'édifice de la répression par la paperasserie et l'autorité administrative. Fin 1933, l'organisation était au point. Un réseau de surveillance, une police politique sous contrôle nazi, des dossiers sur des milliers d'ennemis potentiels. L'organisation en place, le travail quotidien de Heydrich passa de la surveillance à la terreur systématique. 1934, la nuit des longs couteaux. Heydrich joua un rôle central dans la purge qui élimina la direction de la SA et instaura le pouvoir absolu de la SS. Durant les semaines précédentes, son travail quotidien consistait à constituer des dossiers justifiant les assassinats. Des preuves furent fabriquées, des listes furent dressées, des ordres d'exécution furent rédigés. Fin juin, on dénombrait des centaines de morts. La SS régnait en maître. La même année, Heydrich devint chef de la Gestapo, la police secrète d'État. Ses responsabilités quotidiennes s'accrurent considérablement. Il supervisait désormais les opérations de police politique dans toute l'Allemagne, réseau de surveillance, quotas d'arrestation, protocole d'interrogatoire. Chaque matin,
Il recevait de nouveaux briefings de renseignement. Chaque après-midi, des réunions avec les chefs régionaux de la Gestapo et chaque soir, des rapports détaillés à Himmler. 1936. Heydrich fut nommé chef de la police de sécurité, intégrant le SD et la Gestapo en un seul appareil. La machine était désormais centralisée, efficace et ne répondait qu'à lui et à Himmler. Concrètement, comment cela se traduisait-il? Une journée type consistait à examiner les dossiers de millions d'Allemands, à gérer des réseaux d'informateurs infiltrés dans les quartiers, les entreprises et les universités, et à coordonner la répression de toute forme de dissidence, opposition politique, résistance religieuse, littérature non autorisée. Novembre 1938, la nuit de cristal, le pogrom qui a ravagé les commerces, les synagogues et les vies des Juifs à travers l'Allemagne. Ce n'était pas un acte spontané. Il a été orchestré depuis le bureau de Heydrich. Ses ordres ont dirigé les arrestations et les déportations. La logistique a été planifiée plusieurs jours à l'avance. Ses activités quotidiennes n'avaient rien de spectaculaire. Elles étaient administratives. Il signait des ordres. Il allouait des ressources. Il examinait les rapports opérationnels. Il coordonnait les transports lors des arrestations massives. Mais ces tâches bureaucratiques banales aboutirent à une terreur systématique. En 1939, Heydrich avait mis en place un dispositif sans précédent, un appareil de sécurité fonctionnant avec une efficacité industrielle. Une machine conçue non seulement pour réprimer l'opposition, mais aussi pour catégoriser, traquer et éliminer des groupes entiers de personnes considérées comme ennemies de l'État. Puis vint septembre 1939, et le travail quotidien de Heydrich bascula de la répression à l'extermination. En septembre 1939, Heydrich devint chef de l'Office central de la sécurité du Reich, RSECHA. Cette nomination unique lui conférait le contrôle de toutes les forces de sécurité et de police nazies, y compris les Einsatzgruppen, unités mobiles d'extermination. Ses responsabilités quotidiennes incluaient désormais la coordination du génocide. Après l'invasion de la Pologne, ses matinées étaient consacrées à la planification des déportations et à la création de ghettos. Ses après-midi étaient absorbés par des réunions sur l'allocation des ressources spirituelles pour les massacres. Il autorisa la formation d'unités d'extermination qui suivirent l'Ekbar la Wehrmacht dans les territoires occupés. Heydrich n'a pas donné d'ordre. Il a signé les ordres de déploiement. Il a examiné les rapports d'exécution, tels des statistiques de production. Il a coordonné ses actions avec l'état-major de la Wehrmacht afin de garantir ce qu'il appelait l'efficacité opérationnelle. Juin 1941. L'Allemagne envahit l'Union soviétique. L'emploi du temps de Heydrich s'intensifie. Les Einsatzgruppen lancent des massacres systématiques. Plus d'1 million de Juifs, de Roms et d'autres personnes sont assassinés. Heydrich gère ses opérations grâce à des briefings quotidiens, des rotations de personnel et des réquisitions de munitions. Il rencontrait régulièrement Hitler et Himmler pour aligner les TSAM, opérations de sécurité sur l'idéologie raciale nazie. Il ne s'agissait pas de discussions politiques abstraites, mais de séances de planification de massacres de masse, détaillant la logistique, le calendrier et les ressources nécessaires. Puis vint le 20 janvier 1942. La conférence de Wannsee. Heydrich présida la réunion dans une villa au bord d'un lac à Berlin. 15 responsables représentant diverses agences nazies y participèrent. L'objectif affiché était la coordination, s'assurer que chaque branche du gouvernement allemand participe à la solution finale. Heydrich présenta des statistiques. 11 millions de Juifs à travers l'Europe, répartis par pays. Il exposa les plans logistiques, les itinéraires de transport, les stratégies d'exploitation de la main-d'œuvre et les méthodes d'extermination systématique. La réunion a duré 90 minutes. Un compte-rendu a été rédigé et des copies ont été distribuées aux services concernés. Voilà ce que représentait le travail quotidien d'Heydrich, réduit à son essence terrifiante. Transformer le génocide en un processus administratif. Des tableaux, des calendriers, un langage bureaucratique qui dissimulait le massacre de masse derrière des euphémismes comme la réinstallation et le traitement spécial.
Son quotidien était rythmé par les réunions, les notes de service et la coordination. Mais le contenu était d'une perversité sans précédent, organisé avec la même efficacité qu'une séance de planification d'entreprise. Pourtant, les ambitions d'Heydrich dépassaient les murs de ses bureaux berlinois. Il convoitait le contrôle direct des territoires occupés. En septembre 1941, Heydrich fut nommé protecteur du Reich par intérim de Bohême-Moravie, soit en réalité le gouverneur nazi de la Tchécoslovaquie occupée. Sa double fonction l'obligeait à partager son temps entre Berlin et Prague, où il coordonnait la logistique de l'Holocauste tout en réprimant la résistance tchèque. Ses journées à Prague étaient rythmées par une brutalité sans nom. Le matin, briefing de sécurité sur les activités des partisans. À midi, inspection des usines et des camps de travail forcés. L'après-midi, réunion avec les autorités locales pour mettre en œuvre les politiques de germanisation. Le soir, rapports à Berlin sur les quotas de production et le nombre de déportations. Heydrich appliqua la politique raciale nazie avec une précision systématique. Il supervisa des arrestations massives de résistants et d'intellectuels. Il ordonna des exécutions publiques pour semer la terreur. Il déporta des milliers de Juifs tchèques vers des camps de concentration. Il réprima la culture tchèque, ferma les universités et interdit les publications. Son quotidien impliquait de nombreux déplacements, inspection des opérations dans tout le protectorat, examen des mesures de sécurité aux points de contrôle et dans les prisons, coordination avec les unités de la Wehrmacht stationnées dans la région. Les résultats furent tangibles. La production dans les usines tchèques augmenta sous son règne de terreur. Les ouvriers comprirent que toute résistance était passible de mort. Les trains de déportation circulèrent comme prévu. Les réseaux de résistance furent systématiquement démantelés. Mais la confiance d'Heydrich l'a conduit à l'insouciance. Il voyageait en voiture décapotable sans escorte renforcée. Il se croyait intouchable à cause de la peur. Il a sous-estimé la détermination de ceux qui l'opprimaient. 27 mai 1942, trajet matinal vers le château de Prague. Un virage serré dans le quartier de Holešovice. 2 agents tchèques, entraînés par les services de renseignement britanniques, s'engagent dans la rue. Une bombe explose. Des éclats d'obus criblent le corps de Heydrich. Il a survécu à l'attaque initiale. 8 jours plus tard, il est décédé des suites de ses blessures. Le 27 mai 1942, la routine quotidienne de Heydrich fut interrompue pour la dernière fois. Que faisait Reinhard Heydrich toute la journée? Il assistait à des réunions, signait des documents, examinait des rapports et coordonnait la logistique. Son quotidien ressemblait à celui de n'importe quel cadre supérieur. Mais le contenu de cette œuvre était un génocide. Les dossiers contenaient des listes de déportation. Les réunions planifiaient des massacres. La logistique coordonnait l'extermination systématique. L'héritage d'Heydrich ne se limite pas aux atrocités qu'il a permises. Il démontre que le mal ne requiert pas une méchanceté spectaculaire. Il suffit d'une efficacité bureaucratique, d'un engagement idéologique et de la volonté de réduire des vies humaines à de simples problèmes administratifs, nécessitant des solutions systématiques. Son bureau était le centre de commandement de l'horreur.